Chérif, la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité que nous ouvrons. Sécurité routière. Le port du casque est obligatoire pour tous les conducteurs et passagers d'engins motorisés à 2 et 3 roues, et ce conformément à l'article 27 alinéa 1 du Code de la route. Quels sont les avantages de cette mesure? Pour répondre à la question, nous avons recueilli les avis de plusieurs citoyens et spécialistes. Ils s'expriment au micro de Mamadou Ben Chérif, Soumano et Bakary Koné. Au Mali, le port du casque est une obligation légale pour les conducteurs de moto. Selon nos interlocuteurs, il constitue une protection essentielle et incontestable pour les usagers de la route. Toutefois, malgré les campagnes de sensibilisation et les textes en vigueur, le constat demeure préoccupant. De nombreux conducteurs continuent de circuler sans casque. Quand on prend le code de la route malien, qui a été même relis, alors l'application du port du casque se trouve dans l'article 27, alinéa 1, d'où la mise en place totale s'est effectuée en 2023. Bon, les conséquences du non-port du casque, c'est d'abord le port du casque fait partie de la sécurité même des cyclistes, des motocyclistes, c'est-à-dire des véhicules à 2, 3 ou à 3 roues. Maintenant, celui qui porte le casque n'évite pas les accidents, mais il fait en sorte qu'en cas d'accident, ça diminue les conséquences. Selon M. Kamara, le port du casque permet de réduire considérablement les risques de blessures graves en cas d'accident. Il estime que le non-respect de cette règle met inutilement en danger la vie des conducteurs et leurs passagers. Bon, moi, je dirais d'abord que c'est de l'incivisme. Parce qu'il y a eu tellement de sensibilisation sur le port du casque qui fait que nous sommes sûrs qu'à 90%, tout le monde est informé de l'importance du port du casque. Et dans cette sensibilisation, nous avons fait savoir aux usagers que le port de casque, ce n'est ni pour la police, ce n'est ni pour la gendarmerie, c'est pour soi-même. Il faut se protéger soi-même. Parce que quand vous constatez au cours d'un accident, il peut y avoir des blessures graves, même irréversibles. Mais très généralement, quand c'est dans la tête, alors là, on peut dire que la vie est presque finie. Parce que là, ça ne se guérit pas. Quand on a des traumatismes crâniens, ça ne se guérit pas. Or, le visage aussi, c'est la partie la plus belle d'un corps humain. Alors, si on se permet de faire un accident sans casque, on peut même se déformer le visage, comme on a vu des images. Alors là, je trouve que les gens n'ont pas compris, mais pour d'autres, ils croient qu'à ne pas le porter, c'est faire preuve de galanterie, voilà, de supériorité. Or, le policier ou le gendarme qui est là ne fait que te protéger. L'État aussi, dans son rôle, a vu qu'il faut porter le casque pour protéger sa population. Alors, ce qu'on peut lancer à cette population, c'est de porter le casque. D'après le responsable du service des urgences de l'hôpital du Mali, les cas les plus fréquents enregistrés à la suite des accidents de moto sont les traumatismes crâniens. Elle souligne que certaines blessures, plus graves encore, peuvent entraîner des séquelles irréversibles, voire le décès de l'accidenté. Le port du casque permet d'éviter des blessures, surtout les traumatismes crâniens. Ces traumatismes crâniens, ça c'est des pathologies couramment rencontrées pendant les accidents de la voie publique dans nos structures hospitalières. La tranche d'âge surtout, ça c'est les jeunes qui ne portent pas de casque, qui sont fréquemment atteints. Ces traumatismes peuvent être simples, ils peuvent être modérés et puis ils peuvent être graves. Quand on parle de simples, souvent, tu trouveras que si la personne a porté le casque, Dieu merci, il n'y aura pas souvent de problème au niveau crânien. Mais les traumatismes crâniens graves, qui est le cas le plus fréquent d'admission dans les urgences, ça c'est des pathologies avec des séquelles invalidantes. Raison pour laquelle, si la personne ne porte pas de casque, il peut y avoir des lésions cérébrales. Souvent, il faut faire une intervention
pour le traitement. Souvent, le très simple traitement médical peut suffire aussi. Même souvent, il peut y avoir des décès. Bon, le message que je lance à la population, c'est pour dire que le port du casque est obligatoire. Le port du casque est vital parce que ça permet d'éviter des traumatismes crâniens qui peuvent avoir des séquelles invalidantes. Souvent, tu peux devenir une personne handicapée à cause des traumatismes crâniens. Et la tranche d'âge qui est la couche la plus nombreuse en cas d'accident de la voie publique, c'est les jeunes surtout. Et actuellement, on a constaté que ce sont ces jeunes qui ne portent pas de casque. Parce que jusqu'à présent, l'État ne met pas de rigueur là-dedans. Rappelons que le port du casque est obligatoire au Mali. Le non-port du casque expose les usagers de la route à des sanctions prévues par la loi. De la sécurité routière à l'éducation dans ce 18h en direct sur nos antennes, la baisse du niveau des élèves et étudiants maliens est une triste réalité. De nombreux Maliens s'accordent à dire que nos écoles ne forment plus comme il faut. Donc très difficile pour un élève ou un étudiant d'aligner 2 phrases sans commettre une faute. À cela s'ajoute aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux qui, par ses multiples formes, impactent négativement les capacités des apprenants à s'exprimer oralement et surtout à l'écrit. Dénoncé au quotidien par le commun des mortels, comment endiguer ces fléaux qui constituent un véritable obstacle au marché de l'emploi pour les diplômés maliens. Élément des réponses dans ce dossier de la rédaction réalisé par Samaïra Sanogo et Samba Traoré. Création de comptes Facebook, installation d'applications WhatsApp, communiquer sur Viber, Imo, bref, les réseaux sociaux. Voilà une occupation à laquelle s'adonnent beaucoup d'élèves et étudiants maliens et chose à l'origine du fléau de baisse du niveau scolaire dans notre pays. Pour l'enfant, suivre par exemple un téléphone, vaut mieux pour lui maintenant que de suivre même les études. Et puis les parents en question qui doivent le surveiller à la maison n'a pas le temps de le surveiller. Parce que la maman ou le père viennent dans la nuit. Donc les enfants n'ont pas le temps d'apprendre les leçons. Ils ont plus de temps à jouer au téléphone que d'apprendre leurs leçons. Malgré quelques défaillances du système éducatif, la baisse du niveau scolaire malien trouve en grande partie sa source dans les réseaux sociaux. La première catégorie qu'on peut considérer comme les causes profondes, ça c'est au niveau de la multiplication des méthodes pédagogiques employées dans le système éducatif. En ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, je dirais que ça je classe ça comme les causes immédiates ou encore un facteur aggravant de la situation. Les parents d'élèves n'échappent pas aux critiques de certains de nos interlocuteurs, car ce sont eux qui mettent à leur disposition les smartphones. L'usage des réseaux sociaux effectivement pose problème actuellement. Les élèves ont plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les cahiers. Même dans la classe, certains tentent même de voir sur les réseaux sociaux. Même pendant les examens, on constate que certains élèves profitent des réseaux sociaux pour tricher lors de l'examen du DEF et du baccalauréat. Et concernant les réseaux sociaux, les parents aussi doivent être interpellés. Les enfants à 5 ans, 10 ans ont un téléphone. Au lieu de payer un livre pour l'enfant, on les paye un téléphone. Avec ce degré d'utilisation de la technologie, il sera très difficile de redresser la barre. Si nous voyons la situation aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux favorisent dans une certaine mesure l'apprentissage au Mali aujourd'hui. Dans une autre mesure, on peut dire que ça joue sur les enfants. Les réseaux sociaux ont une influence sur la formation, l'apprentissage, et c'est des moyens de communication pour les enfants. Aujourd'hui, c'est le moyen privilégié pour les élèves de communiquer, d'apprendre. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de faux sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas former un enfant avec du faux. Et ça, c'est des conséquences réelles. Mais au-delà, il faut reconnaître aujourd'hui que l'apprentissage est devenu problématique. On se rend compte que l'année scolaire est émaillée de grèves. Par commodité, certains apprenants préfèrent les comptes Facebook et WhatsApp que les fournitures scolaires. Actuellement, le milieu scolaire souffre de ce problème parce qu'on se rend compte que souvent les enfants, les élèves, ils se permettent d'amener le téléphone
à l'école. Donc le téléphone avec ses applications, le plus souvent c'est un moyen de divertissement, c'est un moyen de distraction. Donc souvent ils utilisent les conversations instantanées de telle sorte que il prend beaucoup de temps sur ces réseaux sociaux que les activités pédagogiques. Indexés de toutes parts comme véritables coupables, les élèves et apprenants chargent à leur tour les enseignants, les autorités scolaires et le système éducatif. Les réseaux sociaux ne sont pas facteurs de la baisse des niveaux d'études et d'expérience des élèves. Car les réseaux sociaux, leur utilisation dépend de la personne qui l'utilise et de la compréhension de ce que l'on veut faire. Ils font des grèves de n'importe comment, sans savoir pourquoi il faut gréver. Nos élèves et étudiants sont formés pour servir dans nos administrations et entreprises. Ils ne pourront y travailler convenablement que s'ils maîtrisent ce qu'ils doivent faire. Utilisons les technologies à profit et non à notre détriment. Voilà, les responsabilités sont partagées de part et d'autre. L'actualité nationale sur un tout autre plan. Honneur aux femmes dans ce journal, la coordination des associations et organisations féminines au Mali est la principale coalition d'ONG et d'associations féminines du pays. Constituée en ONG en mars 1992, elle rassemble plus de 2000 organismes membres. Elle a pour mission de valoriser le statut de la femme par des activités de formation, de plaidoyer, de défense de ses droits et d'inclusion sociale. Je vous propose les impressions de la présidente de la CAFO. La CAFO est la première fêtière des organisations féminines. Elle a été créée en 1991 avec l'avènement de la démocratie et elle a été reconnue légalement en mars 1992. Donc depuis ce temps, ce moment, la CAFO ne fait que s'agrandir. Depuis qu'elle était basée uniquement à Bamako, maintenant elle a été totalement décentralisée, même dans les villages les plus reculés du Mali. La CAFO existe à ce niveau. Nous sommes en train d'actualiser actuellement notre base de données, notre répertoire, mais le chiffre avec lequel nous travaillons, c'est 3000 organisations féminines à travers l'ensemble du territoire national. La vision de la CAFO, c'est une société de paix, d'équité pour la participation pleine des femmes dans le processus de développement durable. Donc à ce titre, la CAFO s'est donné comme mission de renforcement des capacités de ses membres, de plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des pays et des besoins des femmes dans les politiques publiques et la participation des femmes à la prise de décision. Donc ça, c'est les axes prioritaires d'intervention que la CAFO s'est fixée dans le domaine du développement pour que la promotion du genre, la défense des droits des femmes puisse être une réalité. La contribution concrète de la femme, c'est de relever le taux de participation des femmes dans les instances de décision et également faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus encadrées dans tous les secteurs, notamment les secteurs informels où sévit le plus grand nombre de femmes. À ce niveau, il y a de dire que la CAFO a encadré, formé, organisé les femmes autour des coopératives de femmes, surtout dans le domaine de la chaîne de valeur, la coopérative de transformation de nos produits locaux. Et cela a contribué effectivement à rehausser le niveau de revenus des femmes afin qu'elles puissent en tout cas subvenir à leurs propres besoins ainsi qu'aux besoins de leur famille. Dans le domaine de la santé également, c'est la même chose. La CAFO travaille à ce que les femmes soient dans les instances de décision en matière de santé, dans les SESCOM, dans les centres de référence, les comités de gestion qui sont à ce niveau. La CAFO a travaillé afin que les femmes puissent être à ce
niveau également. Quand on prend le domaine de l'éducation, la CAFO a beaucoup travaillé sur l'alphabétisation des femmes. Nous avons créé beaucoup de centres d'alphabétisation à travers l'ensemble du territoire national et particulièrement à Bamako où pratiquement avec l'appui de nos partenaires et du gouvernement, nous avons pu installer beaucoup de centres de formation. Et à ce jour, beaucoup de femmes, grâce à l'alphabétisation, ont été recrutées dans le domaine de collectivité territoriale. Elles sont des salariés aujourd'hui et même le gouvernement, avec la direction nationale de l'alphabétisation, a pu en tout cas recruter les femmes qui ont eu des diplômes à ce niveau. Donc c'est une satisfaction morale pour la CAFO pour avoir contribué en tout cas à la promotion de beaucoup de femmes dans différents secteurs. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Au Sénégal, la séparation entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien premier ministre Ousmane Sonko s'est matérialisée à travers une série d'événements survenus fin mai 2026. L'ex-chef du gouvernement a livré publiquement sa version des faits, revenant sur les circonstances de son départ, les échanges avec le chef de l'État et les désaccords liés à la formation du nouveau gouvernement. Selon ses déclarations, le chef de l'État lui aurait indiqué qu'il devenait difficile de poursuivre leur collaboration, évoquant des tensions liées à ses prises de parole à l'hémicycle. Ousmane Sonko soutient avoir à plusieurs reprises proposé de quitter ses fonctions après les élections législatives. Il précise avoir formulé cette option lors des 3 rencontres avec le chef de l'État en présence de témoins, en suggérant un retour à l'Assemblée nationale si sa présence constituait un obstacle. Selon Ousmane Sonko, des signes de tension étaient perceptibles depuis plusieurs semaines. Il indique avoir alerté le président sur ces difficultés, évoquant une dégradation progressive des relations au sommet de l'État. Il affirme également que lors de leur dernier échange, aucune modalité précise de séparation n'a été discutée, non sans préciser que le président souhaitait qu'il présente publiquement la rupture comme consensuelle, une proposition qu'il dit avoir refusée. Face à la situation, il indique avoir soumis 2 options, soit son départ volontaire avec un retour à l'Assemblée nationale, soit la poursuite des discussions afin de trouver une solution. Il ajoute avoir estimé que, dans le cas contraire, il revenait au président de la République de prendre la décision de mettre fin à ses fonctions. Selon son récit, le chef de l'État avait indiqué vouloir poursuivre les discussions après une visite à l'archevêque de Dakar dans le cadre de la Pentecôte. Ousmane Sonko affirme avoir été finalement informé de son départ par un message reçu à 20h35. Il est également revenu sur le processus de mise en place du nouveau gouvernement dirigé par Ahmadou Al-Haminoulo, évoquant des désaccords concernant les consultations menées pour former la nouvelle équipe. Selon lui, plusieurs ministres sortants ont été contactés individuellement par le chef de l'État. Ameti officialise un conseil de sécurité dans le gouvernement parallèle de Tazis au Soudan. Le pays est divisé entre l'armée au nord et les FSR qui contrôlent l'ouest et le sud-ouest. La communauté internationale rejette ces institutions parallèles et soutient le gouvernement militaire officiel. Le commandant des forces de soutien rapide, FSR, Mohamed Andandaglo, dit Ameti, a annoncé la création d'un conseil de sécurité et de défense au sein du gouvernement parallèle de l'Alliance Tazis, une initiative qui marque une nouvelle étape dans l'institutionnalisation d'un pouvoir concurrent au Soudan et ravive les craintes d'une partition durable du pays. Selon un communiqué du conseil présidentiel de Tazis, ce nouvel organe sera formellement mis en place dans l'attente d'une loi précisant ses compétences. Il sera présidé par Ameti lui-même, avec Abdelaziz Ali Illou, chef du SPLMN, comme vice-président. Y siégeront également le Premier ministre, plusieurs ministres clés, défense, intérieur, finances, justice, affaires étrangères, ainsi que les responsables des services de sécurité, de police et du renseignement militaire. Le mandat annoncé est large: élaboration de stratégies de défense, coordination sécuritaire et préparation d'un projet de nouvelle armée nationale. Celle-ci serait bâtie sur une doctrine militaire entièrement revue, intégrant les FSR, le SPLMN et d'autres groupes armés signataires de la charte Tazis, présentée comme le noyau d'une future force unifiée. L'alliance Tazis, lancée en février 2025 à Nairobi au Kenya, regroupe les FSR et plusieurs factions armées et politiques, dont des groupes dirigés par Suleiman Sandal, Al-Taher Ajar et Al-Hadi Idriss, ainsi qu'une aile du parti Oumma,
Depuis juillet 2025, elle met progressivement en place des institutions parallèles, incluant un conseil présidentiel et un gouvernement complet. Le président américain Donald Trump a confirmé que lors de sa dernière conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou, il a utilisé un langage très injurieux, disant au premier ministre israélien qu'il était complètement fou d'attaquer le Liban. Son hostilité constante envers le Liban m'a quelque peu perturbé, a expliqué Trump au New York Post. Trump a toutefois déclaré qu'il continuait de travailler de concert avec Netanyahou et qu'il avait toujours une bonne opinion de lui. Plus tôt, le portail Axios, citant des sources, avait rapporté que Trump avait utilisé des obscénités pour critiquer les actions d'Israël au Liban, affirmant qu'elles mettaient en péril les négociations américaines avec l'Iran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a d'autre choix que de céder aux exigences américaines concernant le règlement du conflit actuel au Moyen-Orient, a rapporté le site d'information Al Monitor, citant des sources gouvernementales israéliennes. Le média a cité la décision d'Israël de cesser ses attaques contre Beyrouth sous la pression du président américain comme un exemple flagrant de son incapacité à résister. Auparavant, Netanyahou disposait d'une marge de manœuvre dans ses relations avec les États-Unis, mais maintenant que Trump est fermement résolu à trouver une solution pacifique au Moyen-Orient, les dirigeants israéliens sont contraints de céder à Washington. Netanyahou a donné à Trump et à son caractère imprévisible un pouvoir considérable sur le destin d'Israël, ainsi que sur son propre avenir politique. Jusqu'à récemment, cet arrangement lui était très profitable, mais dès que Trump s'est lassé de la guerre contre l'Iran et a commencé à comprendre les conséquences, Netanyahou a subi des pressions de sa part, a déclaré un responsable à Al Monitor. Des sources ont indiqué que Netanyahou était parvenu à résister aux pressions de Washington sous la présidence de Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden. Cependant, sa dépendance excessive au soutien de Donald Trump a finalement engendré une relation de codépendance et il est désormais trop tard pour y remédier. Un terminal passager de l'aéroport international du Koweït a été attaqué par des drones et des missiles lancés depuis l'Iran, a indiqué l'autorité de l'aviation civile koweïtienne dans un communiqué. Selon la direction générale de l'aviation civile du Koweït, l'attaque a fait des victimes et causé d'importants dégâts aux infrastructures aéroportuaires. En conséquence, les autorités ont décidé de suspendre les vols au départ et de rediriger les vols à l'arrivée vers d'autres aéroports jusqu'à nouvel ordre. Le colonel Saoud Al-Autan, porte-parole du ministère koweïtien de la Défense, a confirmé que le terminal T1 avait été la cible d'une attaque de drone. Selon lui, la frappe a causé d'importants dégâts et fait plusieurs blessés. Le commandement central américain a déclaré pour sa part ce mercredi matin que les forces américaines avaient mené des frappes contre une station de contrôle militaire iranienne située sur l'île de Keshm après avoir intercepté des missiles et des drones lancés depuis l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé avoir riposté par des frappes de missiles et de drones contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn et une base aérienne américaine dans la région du Golfe. Plus tard, l'armée américaine a annoncé avoir abattu plusieurs drones iraniens qui tentaient d'attaquer les forces américaines au Koweït. Par ailleurs, l'administration américaine estime que la Chine n'apporte pas à l'Iran un soutien susceptible d'entraver les opérations militaires menées par les États-Unis contre la République islamique, a déclaré de son côté le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Selon lui, l'Iran possède du matériel militaire d'origine chinoise. Il a toutefois assuré que les États-Unis n'avaient constaté aucun signe à court terme que les systèmes fournis par la Chine à l'Iran aient modifié la dynamique sur le champ de bataille. Je pense qu'ils ont fait preuve d'une grande prudence quant à leur implication, a ajouté le secrétaire d'État, faisant référence à la position de la Chine sur le conflit entre les États-Unis et Israël d'une part et l'Iran d'autre part. Cela dit, nous souhaiterions qu'ils nous apportent leur aide aux Nations Unies, a-t-il précisé. Comme l'a expliqué Rubio, les États-Unis s'attendent à ce que la Chine n'utilise pas son droit de veto contre la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le détroit d'Ormuz proposée par les États-Unis. Rubio estime que cette résolution serait avantageuse pour Pékin. Les Russes, c'est une autre histoire, bien sûr. Ils s'opposent farouchement à cette résolution pour diverses raisons, a déclaré Rubio. Ainsi s'achève cette tranche de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.